Au premier rang, 3 nobles vampires, reconnaissables à leur teint blafard et à leurs talons rouges. Derrière eux, 6 aristocrates mortels. Ces derniers ont la face sillonnée de cicatrices. L'un d'entre eux s'appuie sur des béquilles et un autre porte son bras en bandoulière dans un bandage épais. Voilà tout ce qui reste de la flottille française des Amériques, jadis forte de 30 vaisseaux. Une dizaine d'officiers piteux et quelques poignées de matelots rescapés qu'on a logés dans les hospices de Versailles. « L'ennemi nous a pris par surprise, Votre Majesté », bafouille le plus massif des immortels. Un échalas au dos affaissé par la honte, le visage chiffonné entre les boucles de sa lourde chevelure brune. « Nous nous sommes battus du mieux possible, mais nous avons été débordés. »« Ces jérémiades ne répondent pas à notre question, Marigny, » coupe le vampire suprême, son timbre métallique et surhumain tranchant comme le fil d'une hache. « Voulez-vous vraiment que nous la répétions une 3e fois ?» Un frémissement parcourt les rangs des courtisans amassés dans la salle du trône. Cette nuit, celle du 19 mars de l'an 300 des Ténèbres, aurait dû illustrer la splendeur de la France. Depuis des mois, il se murmurait dans les couloirs de Versailles que la flottille des Amériques rapporterait la plus fabuleuse cargaison d'or jamais arrachée aux colonies d'outre-Atlantique. Le fruit de plusieurs années d'extraction dans les mines du Mexique et du Brésil, versé en tribut à l'immuable par les vice-royaumes d'Espagne et du Portugal. Dans l'anticipation d'une réception fastueuse, de nombreuses courtisanes ont piqué leurs chignons de postiches en forme de galion, si haut qu'elles ont du mal à passer les portes. Mais aujourd'hui, l'amiral Marigny s'est présenté les mains vides devant le roi, sa cour et ses écuyers. Moi, Diane de Gastefriche, j'appartiens à cette troupe d'élite, la garde rapprochée de Louis l'Immuable. Debout au bas des marches avec mes 5 comparses, je suis aux premières loges pour assister à l'humiliation des rescapés. « Non, sire, ne vous donnez pas la peine de répéter votre question, » dit servilement l'amiral Marigny. « Je vais tout vous expliquer. » Il s'éclaircit la gorge. Comme prévu, la flottille est passée au nord des îles Lucaille, tenant à distance de ses canons les flibustiers qui depuis des siècles infestent les parages, comme de la vermine. Mais là, en pleine mer des Bermudes, une terrible tempête nous saisit, prélude à un péril plus grand encore. Des pirates en nombre inouï. Des légions de forbans ont jailli des nuées, comme si l'ouragan lui-même les avait vomis. Votre or est... il est resté entre les mains de leur chef. Le capitaine Pâle Phébus. Ce démon à visage de jeune homme se fait appeler ainsi. Il serait né quelque part sur la côte est des Amériques, avant de devenir en quelques années la pire terreur de l'océan. Des petites Antilles jusqu'au Cap Cod, les forbans les plus féroces ne murmurent son nom qu'à mi-voix, car il pille aussi bien les navires marchands que ceux des autres pirates. Un silence de plomb ponctue les paroles de l'amiral. Les courtisans mortels retiennent leur souffle. Quant aux immortels, ils ont cessé de respirer depuis longtemps. On n'entend plus que le battement de l'horloge de la salle du trône, lugubre tic-tac au rythme duquel tremblotent les flammes des bougies suspendues au lustre. Leur éclat frémissant se reflète à la surface du masque d'or du roi. « Notre or est resté entre les mains de ce hors-la-loi, » résume-t-il d'une voix sourde. « Mais vous, Marigny, vous êtes là avec vos gens. »« J'ai perdu l'immense majorité de mes troupes dans la bataille, sire, » proteste l'amiral. « Il s'en est fallu d'un cheveu pour que j'y laisse moi-même ma peau. Les ténèbres m'en soient témoins. » Touché dans son orgueil, il relève brusquement la tête pour affronter les 2 trous noirs insondables qui servent Dieu au souverain. Je le vois se mordre aussitôt la lèvre, la pointe de ses canines perçant la chair blême de sa bouche. Il a osé hausser la voix face au monarque, l'impudent. L'immuable se lève lentement de son trône. Les pans de son long manteau blanc en fourrure d'hermine, piqué de petites chauves-souris en or, dégoulinent sur les marches. « Vous auriez dû rester vous aussi aux Bermudes, » reproche-t-il à l'amiral. Quittant son ton feutré, il laisse exploser sa rage jupitérienne. La température de la salle, déjà glacée de par la présence du souverain, chute encore de plusieurs degrés dans sa colère. « Vous auriez dû défendre notre bien jusqu'à la mort ultime !» tonne-t-il. Les pampis des lustres s'entrechoquent furieusement, et les hautes vitres vibrent dans leur cadre tarabiscoté. « Ce Phébus nous porte ombrage, » gronde le roi. « Il ose afficher l'un des noms que les anciens prêtaient à Apollon, le dieu solaire dont nous seuls sommes l'égal ici-bas. » Je me souviens des cours d'art de la conversation, du temps de la grande écurie. Apollon, Sol, Hélios, Phébus. Madame de Chantilly nous a enseigné bien des synonymes pour désigner le dieu fétiche de l'immuable.
Jamais ce hors-la-loi. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.